Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'Instant Porcher. Au programme aujourd'hui, la hausse des prix de l'énergie et les pénuries mondiales, l'affaire des Pandora Papers et le rapport du gouvernement sur le pouvoir d'achat des Français. En raison de la reprise économique mondiale, les prix de l'énergie atteignent des plafonds historiques partout dans le monde. D'autres produits sont également victimes de pénuries. Alors, quel impact la hausse des prix de l'énergie va-t-elle avoir sur la facture des Français? Comment expliquer ces pénuries et quels sont les produits concernés? C'est ce qu'on va voir dans ce numéro. Les Panama Papers en 2016, les Paradise Papers en 2017 et plus récemment les Pandora Papers, vous avez tous déjà entendu parler de ces vastes affaires d'évasion fiscale. Alors, comment les paradis fiscaux sont apparus et comment peut-on lutter efficacement contre l'évasion fiscale? Thomas Porcher nous livrera son analyse. À quelques mois du premier tour des élections présidentielles, Emmanuel Macron veut faire oublier cette image qui lui colle à la peau, celle de président des riches. Plusieurs membres du gouvernement multiplient les opérations séduction et affirment que les revenus et le niveau de vie des Français a augmenté depuis le début du quinquennat. Alors, est-ce vraiment le cas? Et finalement, quel est le bilan économique d'Emmanuel Macron? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'Instant Porcher. L'UFC Que Choisir explique que le prix de l'électricité devrait augmenter de 10% en janvier 2022. Selon leurs calculs, un ménage moyen aura vu passer sa facture d'électricité de 1 019 € à 1 522 € entre 2010 et 2020. Les prix du gaz ont, de leur côté, augmenté de 12,6% au 1er octobre. 5 millions de Français sont concernés par ces hausses. Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire. En clair, le blocage du tarif du gaz jusqu'en avril 2022. Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. C'est-à-dire, nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. Parce que malheureusement, que nous disent les experts, c'est que ça va continuer. Pour le gaz, si vous voulez bien, on commence par le gaz, parce que c'est là que la hausse est la plus sensible, puisque nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. On produit 1% du gaz en France. Tout le reste, nous l'importons, en particulier de Norvège. Et comme vous l'avez très bien dit dans votre reportage, eh bien, ces importations, les quantités importées diminuent, donc le prix augmente. C'est le cas aussi de la Russie. Et à l'exception de la France, on a fait peu de stock de réserve. Bon. On nous prévoit, d'ici la fin de l'année, les experts, 30% à nouveau d'augmentation du prix du gaz. Et 20% en novembre, 10% en décembre. Exactement. Concernant la hausse des prix de l'électricité, le Premier ministre a annoncé la limitation de la hausse du tarif à 4%. La hausse, elle est quand même moindre que ce qui se passe à l'étranger, si vous regardez, parce que là, pour le coup, contrairement au gaz, nous produisons en France, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, l'essentiel de notre électricité. Ça augmente quand même. Oui, parce qu'il y a une partie liée au gaz, c'est toujours le problème du gaz, et qui laisse anticiper, vous avez raison, une hausse de l'ordre de 10 à 12% au 1er février ou début février. Nous limiterons la hausse de l'électricité à 4%. Au-delà de la hausse des prix de l'énergie, ce sont aussi les pénuries observées partout dans le monde qui inquiètent. Alors bonjour Thomas. Bonjour Tania. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces pénuries? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, déjà en période normale, pour que la mondialisation fonctionne bien, il faut qu'il y ait l'offre qui soit légèrement supérieure à la demande, pas trop, parce que s'il y a trop de stock, c'est inutile et il y a un coût, donc il faut que l'offre soit supérieure à peu près à la demande, et il faut que les transports fonctionnent bien. Voilà. Le transport par bateau, par avion ou par route fonctionne bien. Et là, la mondialisation tient. Le problème, c'est que là, on a eu avec la crise du Covid, déjà pendant pratiquement 1 an et demi, une économie qui a fonctionné plus ou moins. Il y a eu des confinements, la moitié de la planète qui a été confinée, donc les usines ont été fermées. Puis il y a eu des confinements d'ici de là. Il y en a encore aujourd'hui, par exemple, en Asie, dans certaines usines, ce qui explique des pénuries. Et là, ça se remet à reprendre d'un coup. Et ça reprend rapidement, parce que même si on est sur un point bas, et que la demande, on n'est pas revenu à des niveaux de richesse d'avant-crise. Mais la demande est très vigoureuse, d'autant plus qu'elle est soutenue dans les pays riches par des plans de relance très importants. Donc on a une forte demande, et d'un seul coup, on a une offre où on a utilisé les peu de stocks qu'il y avait pendant les confinements, où on n'a pas fait d'investissement, où une partie des salariés sont partis, qui doit maintenant rattraper cette demande, et qui n'y arrive pas complètement. Si à cela vous ajoutez qu'il y a des gros
dérèglements sur le transport mondial, les conteneurs ne sont pas là où il faudrait, on manque de conducteurs sur le transport routier, et bien vous avez tout qui est finalement un peu en pagaille. Et ça explique les pénuries. Voilà. Donc on a une demande qui est supérieure à l'offre, on a des transports qui ne sont plus efficaces, qui sont complètement dispersés depuis cette crise, et donc il va y avoir une adaptation qui va prendre probablement 6 mois, un semestre, peut-être 1 an, pour que l'économie mondiale reparte. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'elle reparte comme avant? Ça, c'est une autre question. Mais en tous les cas, là, c'est un peu en pagaille. Voilà. D'accord. Et finalement, quels sont les produits concernés par ces pénuries et est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut faire des stocks? Vous avez deux types de produits qui sont concernés par ces pénuries. Alors, vous avez tous les intrants, c'est-à-dire les métaux, des métaux précieux, du bois, du cuivre, etc., une partie de cela. Vous avez aussi de la main-d'œuvre, des pénuries de main-d'œuvre. Ce qui fait aujourd'hui qu'au Royaume-Uni, par exemple, il manque d'essence, c'est qu'il manque de main-d'œuvre dans le transport routier. Parce qu'une grosse partie de cette main-d'œuvre était européenne, notamment d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il y a une grosse partie de l'immigration qui est rentrée chez elle avec la crise du Covid, mais aussi parce que le Brexit s'est fait sur un meilleur contrôle de l'immigration. Donc il y a des pénuries de main-d'œuvre, donc ils n'arrivent pas à avoir d'essence. Donc il y a pénurie d'intrants, pénurie de main-d'œuvre, et après il y a un certain nombre d'usines en Asie qui ne fonctionnent pas ou très peu parce que vous avez une partie du Vietnam qui est confinée, vous avez une partie parfois de la Chine qui est confinée, vous avez parfois, parce qu'il y a 1 ou 2, 3 cas, on va fermer un port pendant 3 semaines en Chine, donc tout ça crée des retards. Donc la pénurie, elle est multidimensionnelle. Elle est sur des métaux, parce qu'on n'a pas suffisamment investi et l'offre ne rattrape pas la demande. Elle est sur de la main-d'œuvre qu'on n'arrive plus à ravoir parce qu'avec les confinements, certains n'ont plus envie de revenir, même dans des métiers parfois en France, dans la restauration. Ils n'ont plus envie de travailler, ils trouvent que les salaires ne sont pas suffisamment intéressants, donc ils ne reviennent plus travailler. Et vous avez de la pénurie due à des fermetures d'usines ou de grands ports à cause du Covid. Et oui, là, comme je te l'ai demandé, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut faire des stocks? Les stocks, c'est toujours les stocks. Le problème, c'est qu'ils accélèrent la pénurie souvent. Par exemple, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que là, comme il y a de la pénurie, tout le monde se dit qu'il va aller faire son plein. Et comme tout le monde fait son plein en même temps, on accélère, on fait ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, on accélère la pénurie. Non, je pense qu'il faut être sérieux aujourd'hui. Les stocks, on l'a vu, vous vous en souvenez dans les premiers confinements, ce qu'on fait des stocks de papier toilette et tout. Je pense que voilà, il faut arrêter de vouloir tirer la couverture vers lui. Ça crée de la prophétie autoréalisatrice, on n'en est pas encore là. On va manquer de certains jouets, peut-être de certains ordinateurs. Est-ce que c'est urgent? Je ne crois pas. Voilà, donc non, les stocks, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Parce que globalement, l'économie, on n'est pas dans une économie. Là, il y a des pénuries, on va dire, transitoires, mais on n'est pas dans une économie de pénurie, comme si on manquait plein de biens, comme ça a été le cas dans l'URSS ou le Venezuela il y a quelques mois. De ça, ce n'est pas du tout le cas là. Là, c'est une pénurie de certains objets qui freinent un peu la consommation. C'est peut-être le moment justement de se poser une question sur cette hyperconsommation mondiale et les conséquences qu'elle a environnementales et même sociales. Et justement, tu le soulignes, est-ce que, après le Covid et avec ces pénuries, est-ce que c'est un nouveau signe des défaillances de la mondialisation finalement? Et c'est ça, moi, qui m'embête, c'est que là, on est reparti comme avant, voilà, en fait. Alors qu'il y avait une vraie réflexion. Alors tout le monde rigole maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui ont appelé à une réflexion à changer la mondialisation, et puis là, finalement, cette réflexion n'a pas lieu. Donc ceux qui ont pensé cette réflexion ont l'air encore un peu à côté de la plaque. Mais il faut quand même jamais oublier ce qui s'est passé pendant ce qu'a révélé le Covid. Le Covid a révélé qu'un virus à Wuhan peut contaminer la Terre entière en l'espace de quelques semaines. Ça c'est la première des choses. Tellement nos économies sont imbriquées, tellement il y a une mobilité des êtres humains, de nombre d'avions, etc. Ça peut contaminer la planète en quelques temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si tout le monde a besoin des mêmes choses au même moment, il n'y en a pas pour tout le monde. On l'a vu avec les masques. Là, les masques, il n'y en avait pas du tout en Europe. On se les volait entre nous. Enfin, on était incapable de produire des masques parce qu'on avait délocalisé toute notre production textile depuis des années. Ça a été pareil pour les médicaments. Les médicaments ont manqué d'anesthésiants. Les anesthésiants sont fabriqués majoritairement en Inde, qui les gardaient pour eux parce qu'ils subissaient le Covid de plein fouet. Donc on a demandé aux vétérinaires de nous filer des... Enfin, ça a été très compliqué. Donc on a délocalisé une partie de notre industrie de médicaments. Ça aussi, il faut y repenser. Vous voyez? Donc il y a plein de choses comme ça que le Covid nous a montré finalement la faiblesse de nos économies face à un virus important, mais qui aurait pu être pire. Si ça avait été pire, moi, je n'imagine pas où est-ce qu'on en serait. Vous voyez? Donc là, ça a montré vraiment la faiblesse de la mondialisation, la faiblesse du service public qu'il fallait renforcer et le fait que, quelle que soit la crise, qu'elle soit finalement financière,
sanitaire et peut-être bientôt écologique, nous ne sommes pas prêts. Et qu'il faut penser quand même aujourd'hui vivre dans un monde où on se prépare aux crises futures. Et donc la mondialisation, la refonte de la mondialisation trouve quand même une actualité dans cette crise-là. Or là, on s'inquiète du fait que justement la mondialisation ne reparte pas comme avant. Et pourquoi elle ne repart pas comme avant? Et il faut rapidement qu'elle reparte comme avant. Donc il faut rapidement que l'on ait je sais pas moi, du bœuf d'Argentine alors qu'on produit du bœuf ici. Il faut qu'on ait du lait de Chine alors qu'on produit du lait. Il faut qu'on exporte des voitures et importe des voitures parce que le commerce intra-branche, c'est-à-dire le commerce de biens similaires, c'est 70% du commerce. Enfin, il faut continuer ce monde-là. Alors qu'en réalité, il faudrait poser les bases d'une réflexion pour trouver un peu plus de souveraineté et puis un petit peu ralentir cette mondialisation qui commence déjà à ralentir petit à petit, notamment avec des Trump, des gens qui avaient quand même mis une fermeté sur le fait qu'il fallait produire un petit peu chez soi. Donc ça avait ralenti les élans de mondialisation. Mais il faudrait quand même, je pense, se poser là la question de faire en sorte que nous puissions retrouver quand même cette souveraineté industrielle et des investissements dans ce qui sert à quelque chose et pas des choses qui sont plutôt futiles et qui ne servent à rien. Mais cette réflexion n'a pas eu lieu. Macron avait dit qu'il fallait se réinventer, il ne s'est pas réinventé, même s'il a changé un peu son paradigme économique. Et un certain nombre de personnes ne parlent plus du tout de ça aujourd'hui dans la campagne, alors que c'est ça qu'il faudrait parler dans la campagne électorale présidentielle. Et très peu, peut-être Montebourg, Mélenchon, un petit peu, parlent de la démondialisation. Voilà. Et justement, est-ce que ces pénuries ont un impact justement sur la hausse des prix de l'énergie en France et est-ce que ça a un impact aussi sur la facture, sur nos factures, sur la facture des Français? Alors, sur l'énergie, je ne sais pas si on peut parler vraiment de pénurie, même si on va connaître des pénuries à long terme. Là, c'est plutôt un marché qui est un peu plus tiré par la demande et de la spéculation qui s'ajoute à ça. Vous savez, quand il y a eu la crise du Covid, on a des prix de l'énergie et le prix du pétrole qui est descendu à zéro. Alors il est descendu à zéro aussi à cause de la spéculation, parce que là l'économie est arrêtée, les gens ont spéculé à la baisse. Là l'économie repart, donc les gens spéculent à la hausse. Alors le problème c'est que le problème c'est que nous subissons cette hausse des prix parce que nous ne produisons pas par exemple notre gaz, nous l'importons quasiment à 100%. Nous l'importons de Norvège, de Russie, d'Algérie, des Pays-Bas. Nous n'en produisons pas chez nous. Donc nous sommes dépendants des prix internationaux. Ces prix internationaux, une partie du gaz est indexée notamment au prix du pétrole qui réaugmente également. Donc nous sommes dépendants des prix internationaux. Bon, c'est la vie, hein. On n'a pas de gaz. Et nous sommes dépendants de l'offre qui dépend des exportateurs. Voilà. Alors si la Russie a besoin d'un peu plus de gaz ou si la Norvège en a utilisé plus ou elle en a besoin de plus pour x, y raison, ils ne peuvent pas répondre à une hausse de la demande chez nous. Ils nous envoient et donc les prix augmentent. Et effectivement, ça a un impact à la fin sur les prix de l'électricité, alors sur les prix du gaz pour ceux qui se chauffent au gaz, mais même sur les prix de l'électricité, parce que les tarifs de l'électricité, il y a un ordre du mérite, ça va du moins cher au plus cher hein, dans la tarification. Ça commence par l'hydraulique, les barrages, ensuite le nucléaire, et à la fin, vous avez les centrales à gaz et à charbon. Et donc, quand le prix du gaz augmente, vous avez les prix de l'électricité qui augmentent un petit peu. Après, voilà, il faut que l'État, par des blocages qui sont permis par le Code du commerce, par des jeux de fiscalité, puisse lisser ces hausses. C'est à peu près ce qu'il fait, mais ça ne résout pas le problème de long terme, parce qu'à terme, les prix de l'énergie sont tous orientés à la hausse, que ce soit du nucléaire, même si on fait du nucléaire chez nous, parce qu'il va falloir intégrer le coût complet, du stockage des déchets, le PR, il y a des surcoûts, le grand carénage, le fait d'augmenter la durée de vie de nos réacteurs de 10 ans, ça coûte 50 milliards, donc tout ça, ça va être payé par le consommateur à la fin. Donc le prix du nucléaire va augmenter et les prix du gaz et du pétrole sont amenés à augmenter parce qu'ils ont un coût aujourd'hui en termes environnementaux. Et puis que surtout, si toute la planète se met à vivre comme nous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc là, il y a une vraie réflexion, pareil, de long terme. Les fins de mois, c'est très important et il faut les traiter. Mais après, les politiques doivent avoir aussi une vision de long terme pour casser nos dépendances à ces variations des prix. Et ça va vers un peu moins de consommation. Et le moins de consommation, ce n'est pas que la décroissance, c'est aussi la rénovation des bâtiments, c'est aussi l'arrêt de la consommation futile et ainsi de suite, pour avoir un mode de consommation plus sobre et qui soit réservé aux choses les principales, les plus utiles. Voilà. Qu'un certain nombre de Français n'arrivent pas à satisfaire, encore une fois. Et que d'autres sont dans des excès de consommation complètement futiles et inutiles. Les Pandora Papers, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Une fuite de près de 12 millions de documents
pas moins de 29 000 sociétés écrans et surtout des milliers de milliards de dollars détournés dans des paradis fiscaux entre 1996 et 2020. L'affaire, révélée par le Consortium international des journalistes d'investigation, épingle pas moins de 35 chefs d'État actuels ou passés, des responsables politiques ou encore une centaine de milliardaires. We're talking about some of the most famous people in the world that are in these documents. Presidents, prime ministers, government ministers, the King of Jordan, a number of very high-profile Russian clients, people that are very close to Vladimir Putin. We're seeing them buying real estate, we're seeing them trading in shares, using offshore companies. They're buying houses, cars, artworks. Ils sont, entre autres, accusés d'avoir détourné de l'argent dans des paradis fiscaux à travers des sociétés écrans et des montages financiers. Alors Thomas, peux-tu nous expliquer le terme d'évasion fiscale ? Alors le terme d'évasion fiscale, il veut tout et rien dire parce que, en fait, vous avez dans l'évasion fiscale, vous avez l'optimisation fiscale, c'est-à-dire le fait de pratiquer des prix de transfert qui visent finalement à appauvrir des filiales là où il y a de la fiscalité et à enrichir des filiales là où il n'y a pas de fiscalité. Et donc vous faites finalement tous vos bénéfices là où il n'y a pas d'impôt à payer. Donc ça, c'est de l'optimisation fiscale avec des prix de transfert, ce qui est parfaitement légal. C'est une escroquerie légale, en fait, on peut dire ça. Et vous avez après la fraude fiscale, qui, elle, est punie par la loi, qui vise à dissimuler de l'argent sans même prix de transfert, comme on a eu un ministre du budget qui l'a fait, qui n'avait pas déclaré une partie de son argent et qui l'avait mis, M. Cahuzac, qui l'avait mis en Suisse. Là, c'est de la fraude fiscale. Donc l'évasion fiscale, c'est un peu entre les deux, voilà, mais ça n'a pas de terme précis. Voilà. Donc ça recouvre tout ça. D'accord. Et peux-tu nous rappeler comment les paradis fiscaux sont apparus ? Mais les paradis fiscaux, en fait, ont commencé, c'est la Suisse, hein. Le premier paradis fiscal, c'était quand même la Suisse. Et ça a commencé, en fait, après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, pour reconstruire l'économie, les grandes puissances européennes ont décidé d'augmenter l'imposition sur les très riches. Ils se sont dit, voilà, on sort de la guerre, on a une dette énorme, on doit reconstruire l'économie, on augmente l'imposition sur les plus riches. Et à partir de ce moment-là, la Suisse a dit, tiens, je suis à côté de ces pays-là, et moi je vais me transformer en paradis fiscal pour absorber la richesse de ces riches qui ne veulent pas payer d'impôts. Voilà. Et comment elle a pu faire ça? Qu'est-ce qui lui a permis de faire ça? C'est qu'elle avait un système financier très développé, elle avait des banques très puissantes, parce que sans système financier un peu développé, sans de grandes banques, vous n'avez pas d'évasion fiscale. Je veux dire, aujourd'hui, il faut dire la vérité, hein, il y a même des grandes banques qui démarchent des gens très riches pour de l'optimisation fiscale, vous voyez. Donc elle avait ça, et il y avait aussi un changement dans la structure du patrimoine des très riches, c'est que pendant très longtemps, les très riches, ils avaient des châteaux, ils avaient des biens mobiliers qui ne pouvaient pas bouger. Et à cette époque, ils avaient déjà des biens immobiliers, c'est-à-dire des titres financiers, de l'argent en banque, des titres, des actions. Et quand vous avez une grosse partie de vos fortunes, c'est le cas aujourd'hui, hein, plus vous êtes très riche en milliards, plus l'immobilier a une part faible en fait. Quand vous êtes très riche comme ça, eh ben votre capital, il est mobile, il peut bouger d'un pays à l'autre très facilement. Alors en plus, quand on met des lois pour faciliter la mobilité des capitaux, comme c'est le cas en Europe, là c'est royal au bar. Et justement, voilà, quels sont les facteurs qui ont encouragé et qui encouragent toujours l'évasion fiscale? C'est ça, c'est les deux choses. C'est que pour qu'il y ait de l'évasion fiscale, il faut qu'il y ait un système financier. Donc c'est eux, de ce côté-là, qu'il faut regarder aussi. Parce que vous savez, on a renfloué les banques massivement en 2008. C'est très bien, on a eu raison de le faire, parce que s'il n'y a pas de banque, tout s'écroule. Mais en même temps, qu'on les a tellement renfloués qu'on aurait peut-être pu un petit peu y jeter un œil. S'il n'y a pas de système financier, il n'y a pas d'évasion fiscale. Un système financier, il n'y a pas d'évasion fiscale. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce système financier va avec le fait aujourd'hui que les grandes fortunes, si vous avez 30 millions d'euros de fortune, 80%, c'est des placements financiers. Donc c'est mobile. Et si vous avez 1 milliard, c'est 90%. Vous voyez? Donc le fait que maintenant la fortune s'exprime en titres financiers ou de manière financière, donc mobile, favorise les mouvements de capitaux. Et la dernière chose, c'est la mondialisation internationale qui a brouillé toutes les pistes. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, quand vous prenez l'Europe, le marché unique, c'est mobilité des hommes et des capitaux. Donc là, ça bouge dans tous les sens. Voilà, et à partir du moment où ça bouge dans tous les sens, que vous avez des places financières partout, ça brouille les pistes et vous pouvez monter des montages de comptabilité très complexes qui vous permettent d'échapper à l'impôt là où il y a de l'impôt et d'en payer là où il n'y en a pas. Donc c'est ces trois éléments, voilà. Marché financier, grande fortune qui est aujourd'hui plus financière que mobilière, on a moins d'immobilier et mondialisation.
Et finalement, comment peut-on lutter efficacement contre l'évasion fiscale? Mais la première chose, moi je pense, c'est de ne pas faire comme si on ne la voyait pas. Et là, nos dirigeants font comme si ils ne la voyaient pas. Déjà en Europe, enfin, il y a des paradis fiscaux en Europe. On ne veut pas les reconnaître, mais il y a des paradis fiscaux. L'Irlande, c'est un paradis fiscal. Quand Apple vient en Europe et qu'il met son siège social en Irlande et qu'il paye 0,005% d'impôts, c'est un paradis fiscal. Je veux dire, même une boulangerie en Irlande paye 12% d'impôts. Vous voyez, donc c'est un paradis fiscal. Le Luxembourg, c'est pareil. Puis il y a aussi Malte, puis il y en a d'autres, et ainsi de suite. Et donc là, on fait comme si on ne voyait pas. On ne voit pas, alors que tous les chiffres sont déstructurés, les chiffres officiels. Par exemple, si on regarde les chiffres d'Eurostat, le pays le plus industrialisé d'Europe, c'est l'Irlande. Alors que l'Irlande n'a pas une grande industrie, n'a pas un grand port industriel, et pourtant, il exporte 4 fois plus de biens industriels par actif que l'Allemagne. Il y a un problème, on le sait tous. Il y a une différence entre l'économie réelle et l'économie comptable, qui est une économie qui ne veut rien dire. Quand vous avez Jersey, une petite île à côté de Saint-Malo, anglo-normande, où il pleut tout le temps, et que c'est le premier exportateur, un des premiers exportateurs de bananes au monde, il y a un problème. En fait, tout ça, c'est factice. C'est sur le papier, c'est sur la comptabilité, mais à Jersey, il n'y a pas une seule banane qui pousse. Vous voyez, en Irlande, il n'y a pas d'industrie. C'est juste des jeux d'écriture comptables qui permettent de placer de l'argent là où il y a des... Et là, on fait comme si on ne voyait pas tout ça. Ça, c'est pas un problème. On ne le voit pas. Ah bon, on le découvre. Non, il y a des dirigeants qui font comme si... Ah non, il n'y a pas de paradis fiscaux en Europe, pour faire comme si on ne voyait pas. Donc ça, c'est très, très grave. Le déni. La première chose, c'est dénoncer. Parce que quand vous dénoncez, il y a ce qu'on appelle le name and shame game. Hein. Vous dites les choses telles qu'elles sont. Vous savez, le CAC 40 a 36 filiales. Chaque entreprise du CAC 40, nos plus grandes entreprises françaises, qui ont été avantagées par le CICE, qui ont été renflouées pendant la crise, elles ont en moyenne 36 filiales dans des paradis fiscaux, chacune. C'est dans la presse, hein, ça tout le monde le sait. Que fait nos gouvernants? Que font nos gouvernants? 36 filiales, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Enfin, si Total a une filiale dans un paradis fiscal, est-ce qu'il y a du pétrole ou pas? Enfin, c'est très simple, hein. Faut enquêter. C'est bizarre que ce soit que des journalistes qui trouvent ça. Les Panama Papers, les Pandora, c'est que des journalistes. Enfin, c'est pas des mecs de Bercy, enfin, c'est bizarre. Enfin, là, il faut arrêter le déni. Donc ça, c'est la première des choses. On pointe du doigt, et une fois qu'on pointe du doigt, on trouve des sanctions pénales fortes. Bah, il faut, hein, l'évasion fiscale, c'est quand même très grave. Et puis après, même j'irais pour certains pays, jusqu'à pratiquer des sanctions sévères. Enfin, la Suisse, vous lui faites un embargo, vous lui faites un embargo, même au Luxembourg, hein, en Irlande, vous faites un embargo économique comme on adore faire à des pays pauvres. Parce que le Vietnam, il a vécu jusqu'en 93, 75 à 93 sous embargo économique américain. Cuba l'est toujours, Venezuela l'est là. Alors là, on y va à fond. Mais quand il s'agit de le faire pour le Luxembourg, il n'y a plus personne. Bah, il faut le faire, hein, c'est un pays européen et c'est un paradis fiscal. Moi, je te fais un embargo, en 6 mois, vous allez voir qu'ils vont très vite augmenter leur fiscalité. Donc, dénonciation, ce qui n'est pas fait par nos dirigeants politiques. Prison, pour ceux qui sont... dans les Pandora Papers, jugement et prison ferme. On est un des pays, je crois, qui punissent le moins l'évasion fiscale. Et la dernière des choses, c'est blocus économique, embargo, sanctions internationales. Et là, je vous promets que très rapidement, que va faire le Luxembourg face à l'Europe? Rien. Que va faire la Suisse face à l'Europe? Rien. Que va faire Jersey face à l'Europe? Rien. Que vont faire les îles Caïmans? Rien. Et ainsi de suite. Voilà. Mais après, il faut la volonté politique. Mais c'est plus simple de taper sur les chômeurs, de voir si les pauvres tapent des écrans plats, de dire qu'on a volé 100 € en plus par mois sur une allocation chômage, que d'aller taper là-dessus. Alors que là, nous avons des milliards qui partent. L'évasion fiscale tue, parce que c'est des financements moins pour l'hôpital, c'est des financements moins pour l'éducation, c'est des financements moins pour les services publics. Donc il y avait un spot extrêmement puissant là-dessus, où on voyait justement les effets concrets de l'évasion fiscale sur l'hôpital. On voyait des gens qui arrachaient toutes les choses, etc. de l'hôpital. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Nos hôpitaux sont pauvres parce qu'il y a de l'évasion fiscale. L'éducation n'a pas de moyens parce qu'il y a de l'évasion fiscale. Il n'y a pas suffisamment de personnes en crèche parce qu'il y a de l'évasion fiscale. Et ainsi de suite. Et la fiscalité augmente sur les PME et sur les petites gens parce qu'il y a de l'évasion fiscale. Et aujourd'hui, la pression fiscale, elle est plus forte sur une PME que sur une grande entreprise. Et un café du coin va avoir une pression fiscale plus forte, alors qu'en face de lui, il y a Starbucks qui a une pression fiscale extrêmement faible parce qu'il peut faire de l'optimisation fiscale. C'est dramatique, économiquement et socialement. Selon le rapport économique, social et financier publié par la Direction générale du Trésor,
Le pouvoir d'achat des Français, après prise en compte de l'inflation, aurait progressé de 8% entre 2017 et 2022, soit 2 fois plus vite qu'au cours des 2 quinquennats précédents. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, affirme qu'un salarié au SMIC bénéficie désormais d'un 13e mois et de la moitié d'un 14e mois. On a pris des mesures notamment pour les Français qui travaillent et qui ont du mal à boucler leur fin de mois, des mesures très fortes, avec la hausse de la prime d'activité, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, avec des exonérations de charges qui conduisent à ce qu'un salarié au SMIC aujourd'hui bénéficie de l'équivalent d'un 13e mois et de la moitié d'un 14e mois grâce aux mesures qui ont été prises depuis 2017. Toujours selon ce même rapport, la hausse la plus forte concernerait les 10% de Français les moins riches, avec une augmentation de près de 4% de leur niveau de vie. Alors Thomas, voilà, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors déjà, dans l'étude qui a été faite, oui, ça peut être le cas, mais il faut vraiment regarder tout. Il faut regarder tout. La première des choses, c'est comment se sont faites ces hausses de pouvoir d'achat. Elles se sont faites en baissant de la fiscalité. D'accord? Donc ce qui a été gagné probablement en espèces sonnantes et trébuchantes rapidement va être retiré ailleurs. Alors vous regardez par exemple la suppression des cotisations salariales. Bon, on sait très bien que derrière, ça va se voir en économie sur l'assurance chômage. Vous voyez? Donc, tout ce qui a été retiré d'un côté est finalement d'ailleurs coupé de l'autre. Et c'est les classes moyennes et les classes pauvres qui profitent le plus, encore une fois, du modèle social. Donc, il faut faire attention. Là, on regarde que les revenus. Les revenus, certes, parce que vous enlevez la taxe d'habitation. Alors, il y avait une partie déjà qui ne la payait pas, il faut le dire, mais vous enlevez la taxe d'habitation, vous réduisez une partie des cotisations salariales, vous avez l'impression que le pouvoir d'achat a augmenté. D'accord, mais après, vous aurez moins de pensions chômage, vous aurez des chiffres de la sécurité sociale qui vont être affaiblis, et donc il y aura des coupes derrière, et ça vous profitera moins. Donc, il faut regarder ça. Il y a le gain rapide, et puis il y a ce qu'on affaiblit derrière. Et quand on baisse les taxes, qu'on vous donne d'un côté, on le reprend de l'autre. D'accord? Il faut faire attention à ça. Et puis après, quand on regarde ça, on essaie de nous faire croire que c'est les 10% les plus pauvres qui ont bénéficié de plus des réformes d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas si simple. Parce qu'en fait, si vous regardez les 1%, si vous commencez à affiner, en réalité, ceux qui ont le plus gagné, c'est les 1% les plus riches, qui ont eu des baisses d'impôts énormes, 4 milliards sur l'ISF. Et si on commence à regarder les 0,1 et les 0,001, ça a été énorme. Voyez? Donc en réalité, quand on dit que Macron, c'est toujours le candidat des riches, oui, c'est le candidat des très riches. C'est le candidat des très riches. Mais comme là, ils ont fait le découpage par 10%, 10%, 10%, on a l'impression que les 10% les plus pauvres ont le plus gagné. Mais ils ont beaucoup moins gagné que les 1% et les 0,01%. Donc voilà, moi je reste là-dessus sur le fait que là, c'est du bidouillage de fiscalité. Ce n'est pas de l'augmentation de salaire. Alors certes, vous avez l'impression que vous respirez, mais après, vous aurez une offre de service public ou des prestations chômage, si vous êtes au chômage un jour, qui seront beaucoup plus faibles. Donc méfiez-vous, ce qu'on vous a donné d'une main, on va vous le reprendre d'une autre main. Ce qui n'est pas le cas pour les plus riches, eux, parce que les plus riches, en termes de volume, ont touché beaucoup plus d'argent, ça c'est sûr. Et eux, ils ont moins besoin du modèle social que les plus pauvres. Donc les plus pauvres qui ont vu un peu leur porte-monnaie augmenter vont être impactés par un modèle social réduit. Alors que les riches ont toujours le choix entre un modèle social public ou privé finalement. Ils n'ont pas vraiment besoin du modèle social. S'ils sont au chômage, ils s'en moquent. Quand on fait partie des 1% les plus riches, leur retraite, c'est leur patrimoine, ils s'en moquent également. Donc eux ont moins besoin du modèle social que les plus pauvres. Vous savez, on dit toujours que le patrimoine du pauvre, c'est le service public. Donc vous lui donnez un peu plus de revenus, mais vous diminuez son patrimoine, in fine, je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant. Et selon un sondage OpinionWay pour les Échos, aucun candidat ne peut rivaliser en matière économique avec Emmanuel Macron. Par exemple, voilà, 19% des Français interrogés estiment que Marine Le Pen ferait mieux, mais 47% estiment qu'elle ferait moins bien. 12% estiment que Jean-Luc Mélenchon ferait mieux, mais 50% estiment qu'il ferait moins bien, etc. Donc finalement, voilà, que penses-tu du bilan économique d'Emmanuel Macron ? Mais c'est ça, moi je pense que la stratégie de Macron, c'est de montrer que c'est lui qui va mieux tenir la boutique. Alors là, il peut laisser Zemmour s'envoler. Je pense que Macron est très bon pour diviser. Là, il sait très bien qu'il n'arrivera pas à aller au-delà de ses 25% d'adhésion. Il y a une partie, c'est clair et net, qui n'arrive pas à adhérer à Macron. Donc il divise. Il divise. Là, il est très content qu'il y ait Zemmour. Ça l'arrange, ça divise à droite. Ça divise vraiment parce que ça divise pas que Marine Le Pen, ça divise aussi à droite, le courant de droite. Donc il est très content. C'est pour ça que quand ils ont fait leur grande réunion en marche la semaine dernière, ils n'ont parlé que de Zemmour. Véran a parlé de Zemmour, Berger a parlé. Ils ont tous parlé de Zemmour. C'est très bien, ça les arrange. Comme Mitterrand, ça l'arrangeait que le Front National monte. Là, ça l'arrange, lui, que Zemmour monte. Donc ça l'arrange, il divise. Mais après, sur l'expertise économique, il va se placer comme, voilà, je suis celui
qui a réussi à redonner de la compétitivité à la France avec mes premières réformes, loi travail, baisse de l'ISF, baisse de l'IS, etc. Donc French is back, ce qu'il disait. Hein. Il va dire aussi en même temps, je suis un pragmatique parce que pendant la crise, j'ai été là, l'État a été présent, le quoi qu'il en coûte. J'ai donné beaucoup d'argent aux restaurateurs, le chômage partiel, etc. Donc je suis, maintenant c'est plus l'économiste de droite en fait qui nous a vendu, c'est plus le Startup Nation, c'est le pragmatique économique. Quand il y a une crise, on est là. Et puis on est aussi là pour réformer, pour que l'investissement... Et donc il est assez central là-dessus. Et je pense que beaucoup de gens, avec cette crise, hein, ou grâce à cette crise pour lui plutôt, ont un esprit brouillé sur la politique économique de Macron. Macron, au départ, c'était un libéral, avec une politique très dure, des économies partout, 120 000 postes de fonctionnaires en moins, 15 milliards sur l'assurance maladie, 10 milliards sur l'assurance chômage. Le mec, il coupait à tout va, moins d'argent pour les collectivités locales, il coupait à tout va. Mais la crise, comme il a dû renflouer, lui a donné finalement une autre dimension. Et je pense qu'une partie des gens de gauche, je ne dis pas la gauche plutôt de Mélenchon, mais entre les deux, trouvent beaucoup de qualités suite à cette crise à Emmanuel Macron dans sa gestion économique de la crise. Donc moi je pense que c'est ce qui va jouer. Et c'est pour ça qu'il faut que la gauche, quelle qu'elle soit, Mélenchon, Jadot ou d'autres, aillent le chercher sur l'économie. Parce que c'est là-dessus qu'il va mettre en avant son bilan. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ces débats-là. On parle de tout sauf de l'économie. On parle des sujets d'immigration, de sécurité, etc. Mais on ne parle pas d'économie. Mais je pense que lui, Macron, à la fin, va ressortir là-dessus en disant, voilà, moi, je suis un peu ferme à droite et à gauche sur la sécurité, etc. Mais ce que je vous présente comme bilan, c'est j'ai été là quand vous aviez besoin de moi. Et en même temps, aux entrepreneurs, je vous ai fait plein de cadeaux au début. Je vais faire un peu la réforme de l'assurance chômage avant la fin du quinquennat. Et la réforme des retraites, on la verra au prochain quinquennat. Et il va poser cette expertise comme la base de son prochain quinquennat. Et donc, il faut que la gauche, là, soit au charbon là-dessus et qu'elle arrive à montrer que derrière ce keynésianisme, on va dire, de circonstances de Macron qui a fait qu'il est venu en soutien de l'économie pendant cette crise de Covid, il y a un vrai modèle économique dans la tête de Macron qui a pour but de détruire les services publics, de casser la retraite, de casser l'assurance chômage, comme il a cassé le code du travail. Et c'est là-dessus, mais ça va être difficile. Parce que là, Macron, il fait des chèques, il fait beaucoup de chèques. Chèque énergie, chèque sur tout, les restaurateurs, tout le monde est à fond avec lui. Ça va être très difficile de montrer que derrière ça, il va y avoir un programme économique très dur dans le prochain quinquennat. Et je pense que tout le débat devrait porter là-dessus. Parce qu'à partir de 2022, si on coupe dans la dépense publique, ça va être très violent pour les 50% des Français les plus pauvres. Très, très violent. Et c'est ça qui est au programme. Voilà. Sauf que là, personne n'en parle. L'Instant Porcher, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le média est indépendant et n'existe que grâce à vous. Alors n'hésitez pas à devenir sociaux ou à faire un don. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.